Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on va s'installer tranquillement. Bonsoir, on espère que vous allez bien. Bonsoir à vous téléspectateurs, merci de nous rejoindre. Merci de regarder les programmes de Live TV. Bien, vous l'avez noté, hein, nous sommes aux couleurs de la célébration actuelle, la célébration de Noël. Configuration de circonstances pour notre plateau. Personnalité d'exception autour de cette table. Élisée Bolougbe, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Brice, je vais très bien. Eh bien. Je vais très bien. Je ne veux pas sourire, mais bon. D'accord, ok. Bonsoir Daouda, comment allez-vous? Oui, je vais très bien, Brice, et toi? Ça va Daouda? Oui, ça va super bien. Ok. Et toi, c'était très bien? Ça va très, très bien. Bonsoir Kevin. Bonsoir Brice. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Madame Bleu. Bonsoir Brice. Comment allez-vous? Je vais très bien. Très je fais comme Élisée. Voilà, Daouda, non, en général, c'est un geste Ponce Pilastique. Quoi? Ponce Pilastique. Ah ok, il s'apprête à trahir? Non, pas du tout. Okay. Ça lave les mains, ok, voilà, d'accord. c'est ça. Okay. La main des gars. Vous connaissez la chanson? Bonsoir Alain, comment allez-vous? Bonsoir, oui, je vais bien. Ça va très très bien. Bon, ben écoutez les amis, c'est bientôt Noël. Oui, on a un beau Alors, décor. nous, on a la déco de Noël. Moi, j'ai fait mon sapin à la maison. C'était hier, c'est un magnifique sapin. Donc, voilà. Évidemment, j'avoue que je ne l'ai pas fait tout seul. Bah oui, moi, je ne me suis pas fatiguée cette année. Hein. J'ai acheté un sapin tout décoré en même temps. Oui, ça, c'est la nouvelle configuration. C'est la Il y a nouvelle des sapins tout décorés maintenant. Oui, c'est plus simple. Ouais, c'est plus simple. Moi, chez moi, il n'y a toujours pas de sapin, au cas où, voilà, au cas où ça vous intéresse. Ça t'intéresse pas? Non, c'est ma mère qui s'en fout un peu, mais... Ah bon? Non, mais tu vas prendre le sapin pour elle, tu vas faire? Non, on pourra s'en passer. Même si je vous donne celui qui est juste derrière vous. Ah oui, il est très beau. Ouais, d'accord, je verrai. Daouda, non, c'est pas la peine. Non, pourquoi c'est pas la peine? Non, parce que vous nous avez dit ici qu'on ne célébrait pas Noël, donc... Non, sincèrement, je ne célèbre pas Noël. Noël, ouais. C'est pour ça que c'est pas la peine. Voilà. Élisée Bolougbe, vous êtes parmi les plus sages du plateau. Oui, mais moi je suis dans mon délai. La dernière fois quand on échangeait sur la question, je vous avais dit que j'attendais de me rapprocher le plus tôt possible, en tout cas, de l'événement. Donc vous allez faire votre ça sapin le 24 au Tu matin. l'as fait? Mais peut-être que ça pourra se faire le 24 matin. Il resterait tout de mon Ah, délai. le 24 matin quand même. Ce serait tout dans mon délai. Ok. Papounet. Je ne dis pas que je ferai le 24, mais peut-être. Papounet. Ben oui, évidemment. Non, les enfants ont fait le travail. Ils l'ont installé, je crois, il y a quelques jours. Bon, voilà. C'est le rituel depuis 12 ans. Hein. C'est ça, c'est ça. C'est moi qui le faisais avant. Maintenant, cette année, je leur ai dit, écoutez les amis, prenez vos responsabilités. Exactement. Bon, vous savez que le travail des enfants, ça existe. Oui, c'est ça, exactement. Mais il ne faut pas trop le dire. Hein. Voilà, exactement. Trop fort. Bon, moi, en tout cas, moi, je ne l'ai pas fait. C'est mon épouse qui s'en est occupée. Mais magnifique sapin, avec des barrières, avec de la neige, tout ça. C'est magnifique. Merci beaucoup. Heureusement. Sinon, dans mon ancienne vie... Passerie m'en inspiré, en fait. Oui, exactement. Passerie m'en inspiré. En tout cas, de la déco, maintenant, les frais, on va essayer d'évaluer. Si on rentre dans les frais, parce que c'est des choses qui Vous pourrez budget rentrer dans les compte. frais. Et après, il faut le débarrasser. Et le ranger. Chez moi, ça traîne jusqu'à fin janvier. Hein, parce Oui, que mais Jusqu'en c'est le délai, février, oui, c'est jusqu'en le février, délai. ouais. C'est le délai, on peut le garder encore jusqu'à... Mais bon, enfin, c'est Mais surtout le dans, ranger. dans certaines administrations, ça va jusqu'à mars. Hein. La paresse. Balle perdue pour l'administration qui fait ça. Et on n'a rien Daouda. On n'a rien Pourtant, il est fait. de l'administration. On n'a rien fait dans l'histoire. Mais c'est vrai, en plus, j'ai vu des sapins en mars. Oui, en mars. La personne qui était chargée de s'en débarrasser était en congé. Bon les amis, on va regarder pour la grande révision une vidéo, celle de Charles Blé-Goudé. Elle va vous faire sourire peut-être. Et regardez. Yedi, allez-y là-bas. Bon, Mel. Voilà. On dirait celui-là qui s'appelle Mel, il mange trop. Ouais. Là, lui, il s'appelle Mel. Restez tranquille là. Voilà. Je suis venu prendre soin de mes moutons qu'on m'a donné dans chaque village. Quand on te donne quelque chose, il faut prendre soin de ça. Tenez, mangez. Voilà. Bien, venez ici. On trouve un Charles Blé-Goudé en milieu rural, dans sa ferme, en train de nourrir ses moutons. Eh bien, ce sont des moutons qu'on lui a donnés pour lui dire, en signe et en gage d'amour pour son retour par les populations donc, de la région. On lui a donné beaucoup de moutons et donc il fait une incursion, j'aurais dit André dire, incursion dans le monde rural en compagnie de Charles Blé-Goudé. Bon, petite image, petite mise en scène, vous me direz. Moment de communication, Charles Blé-Goudé retourne sur ses terres.
Bon, après, non, pas forcément. Après, c'est vrai que c'est un homme public, c'est un homme politique et c'est pas un homme politique des moindres. Il a le droit de parler de sa vie côté jardin, de partager des instants qui lui ont manqué aussi, forcément. Et ouais, je trouve que c'est rafraîchissant de le voir en pleine nature. C'est vrai que c'est une en train vidéo, de moi, qui me fait penser nourrir ses béliers. à une très ancienne vidéo qui mettait en scène le président Houphouët-Boigny. Je ne sais pas si vous vous Qui aimait souvenez. aussi les béliers. Oui, les béliers, après les caïmans, son lac aux caïmans. C'était une interview réalisée donc par un reporter européen. Je ne sais pas si Alain vous vous en souvenez. Mais il présentait un certain nombre de choses. Bon, ben, ça fait Bon, il ne faut plaisir. pas avoir des signes partout. Non, c'est Kevin. Non, mais enfin, pour revenir à la vidéo, moi je trouve que c'est une vidéo assez drôle. Voilà, en plus, il compare quelqu'un au mouton. Il dit tu manges assez comme Mel. Je ne sais pas qui est Mel, mais c'est assez justement un peu caustique. On trouve un Charles Blé-Goudé sur la vidéo, un peu taquin, avec un petit brin d'insouciance. Mais je pense que c'est surtout pour exprimer sa gratitude envers les âmes généreuses qui lui ont offert ces bêtes-là. Mais je pense aussi qu'il y a un message subliminal derrière. Hein. Les politiques, ils font rien au hasard. Je pense que c'est de dire, après mon itinérance, ma tournée dans les villages, bah, regardez, je suis encore dans le cœur des Ivoiriens. Les Ivoiriens m'apprécient, ne me déprécient pas. Ma cote de popularité n'est pas en train de s'étioler. Je pense que c'est un peu calculé, mais c'est de la politique, c'est comme ça. Oui, effectivement, peut-être le message derrière, c'est celui du berger. Le peuple étant un mouton parfois. Oh, là, vous êtes dur. Ah, là, vous êtes dur. Là, vous êtes dur. Non, il n'a pas totalement tort. Vous êtes dur. Non, 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 je ne suis pas Si, d'accord. parce que les hommes politiques ont cette capacité à mener le En troupeau. bateau, hein. Voilà, oui, pas toujours en bateau, mais en tout cas à diriger. Et donc, Charles Blé-Goudé retourne, disons, à la nature. C'est bien, c'est une belle mise en scène. Et je pense qu'il a également donné quelques proverbes dont je ne me souviens plus. Oui, il dit. Mais Dans je la peux en vidéo. donner un qui dit que la rage de dents du loup fait toujours rigoler le mouton. Voilà, parce que quand le loup a la rage des dents, il ne peut pas le manger. Et donc, forcément, le mouton s'en amuse. Et Charles Blé-Goudé, je pense que là, dans une belle mise en scène de communication politique, envoie un signal. Voilà. Puis c'est aussi bien, il est en retrait du vacarme d'Abidjan, il est dans la nature, il est chez lui au village. Oui. Je pense Moi, je pense que c'est ce qu'il il faut se retenir. Il ne repose. faut pas Voilà. avoir des signes partout. C'est vrai que on est des personnes, des hommes et des femmes de médias, mais bon, il est en pleine nature. En général, lorsqu'on sort du vacarme d'Abidjan, comme tu le dis, de la pollution d'Abidjan, quand on se retrouve en pleine nature, on a envie de partager ces moments avec notre public, nos amis. Donc voilà. Mais quand on sait ça. qu'on est en politique également et que vous êtes en politique, vous êtes femme de médias, vous êtes surtout Communicatrice. communicatrice, vous savez bien qu'en politique, toute vidéo qui sort, toute information qu'on sort, Il y a un message. il y a un message. Rien n'est fortuit. Exactement. Et là, vous parlez de mouton et de berger. L'autre interprétation qu'on fait du mouton et du berger, on peut estimer que le berger étant le guide. Exactement. D'accord. Donc on peut donner vient aussi retrouver ses brebis à égarées. manger, voilà, essayer de retrouver le guide. Et c'est pas péjoratif. Hein. La connotation spirituelle du berger n'est pas péjorative forcément. Voilà. Bon, moi, je note en tout cas dans cette vidéo-là, la première pensée qui m'est venue à l'esprit, hein, c'est quelqu'un qui revit. Mais si vous êtes dans le décor, je vous promets. Ah, d'accord. Vous êtes fondu dans le décor. Ah, dans le décor du berger, en Tu es fait, c'est ça? plongé dans le décor. Ah bon, ok, d'accord. Noël, c'est toi. C'est la magie quand même des ondes. Hein. C'est la magie C'est des notre ondes. symbole de Noël. ma C'est foi, la, parce que- c'est la magie des ondes. Donc, comme je disais, en fait, on voit quelqu'un qui revit. Et c'est pour moi quelque chose d'important. Quelqu'un qui revit, on sent vraiment qu'il retrouve son milieu. On sent, quand tu le vois même avec tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, son aspect physique même, on sent que c'est quelqu'un qui est en train de revivre. Et ça peut se comprendre. 10 ans dans des géoles, ce n'est pas évident pour tout le monde. Retrouver cette liberté-là, des gestes que par le passé, on pensait peut-être superflus, mais on pensait comme des gestes anodins, comme des gestes pas vraiment importants, prennent tout leur sens quand on a été privé de liberté pendant des années. Donc là, je pense que c'est quelqu'un qui est en train de revivre. Et puis, comme le diraient les uns et les autres, il y a aussi un message derrière. Moi, le message que je retiens, c'est celui-là de ce que de Charles Blé-Goudé, qui estime qu'il est plus proche du citoyen lambda. C'est-à-dire, il va au village, il va à la bergerie, vraiment ce que le citoyen lambda peut faire. Pas forcément ce politique-là qui est dans les salons feutrés, qui
calfeutré entre quatre murs dans un salon feutré, mais c'est quelqu'un qui, lui, va au contact des populations, qui va vraiment dans le pays profond et qui voit les réalités des Ivoiriens. Donc, c'est aussi ce message peut-être que peut renvoyer cette vidéo-là. Mais déjà, comme je le dis, ce que je retiens, c'est quelqu'un vraiment qui revit. On sent qu'il est vraiment en train de profiter de cette liberté-là qu'il a recouvrée. Très bien. En tout cas, c'est une vidéo qu'on a retrouvée sur les pages des réseaux sociaux et puis bon, qu'on s'est fait un plaisir ce soir dans le cadre de notre grande révision. Je vais avoir la visite d'Aouda hein, sur la question tout à l'heure, mais effectivement, Alain Toussaint, je me tourne vers vous rapidement, c'est du Charles Blé Goudé avec sa pointe d'humour, avec son parler, je dirais, local, mais à un moment donné, il parle même en BT. Exactement. Voilà, donc il y a ce que Élisée disait tout à l'heure, que c'est du Charles Blé Goudé. Exactement, il manie aussi bien la langue du colonisateur que la langue locale, puisqu'il s'est exprimé à plusieurs reprises dans cette vidéo dans sa langue locale en délivrant quelques proverbes. Et je pense que cette vidéo nous le remontre tel qu'en lui-même. Hein. Depuis la haie, il nous avait gratifié de nombreuses vidéos dans lesquelles il montrait quand même toute sa capacité à parler comme un Africain, à réfléchir aussi en occidental, puisqu'on a pu constater quand même sa capacité lors de nombreuses interviews sur les médias occidentaux. Donc c'est Blé Goudé hein, qui est chez lui en pleine nature. L'image d'ailleurs me fait penser à celle du président Morales, je crois, de la Bolivie. Hugo. Non, Morales. Non, Hugo. un autre. Non, pas Hugo Hugo. Chavez. Non, pas Chavez. Non. Mais le président Morales. bolivien qui avait aussi un élevage de moutons et d'autres comme Moi, ça. ça me fait qui penser à s'étaient, Guillaume Soro. voilà, plongé dans la nature, loin de la capitale. C'est aussi un moment où on se ressource. Il ne faut pas oublier que Charles Blé Goudé vit quand même sous une forme de pression, même s'il ne le montre pas, mais son retour au pays quand même, avec toutes les interrogations que celui-ci induit, il a donc besoin aussi de se ressourcer, de se retirer hein, d'Abidjan, et puis bon, entrevoir avec son entourage, avec son staff politique, voilà ce qu'il peut faire en 2023. Parce que cette année-là, c'est une année importante pour le pays, et il m'étonnerait qu'il soit loin de ces enjeux politiques. Le président de Bolivie dont on parlait, c'est Juan Evo Morales, voilà, c'est ça. Non, moi quand j'ai vu la vidéo de Charles Blé Goudé, ça m'a fait penser à son ami depuis la FECI, Guillaume Soro, qui à un moment, il était président de l'Assemblée nationale. Au moins, il s'apprêtait à démissionner, tout et tout. Il s'est retiré à Kofi Plé, chez lui. Il nous a montré ses poulets, ses bœufs, ses moutons et autres, qu'il nourrissait et autres. On pensait qu'il allait rester là-bas assez longtemps, mais malheureusement, il n'est pas resté longtemps. C'est pourquoi je rejoins Kevin quand il dit que toute vidéo d'un homme politique, d'une certaine trame, quand ça sort dans le domaine public, ce n'est pas fortuit. Il y a un message subliminal qui est caché derrière. Peut-être que ce message, je vais dans le sens de l'air, il veut revivre après tant d'années en prison, après tant de périodes restées cloîtrées aux Pays-Bas, après son acquittation, franchement, son acquittement, pardon. Je veux dire... C'était en anglais. Voilà. non, son acquittement... En fait, je veux dire... L'acquittation, c'est les chevaux. Non, mais je veux dire, au-delà de tout ça, je veux dire, venir aux côtés de ses parents, de ses bêtes, ça fait toujours plaisir. Et puis, je pense qu'on le lui a offert pendant cette tournée. Il faut prendre soin. En fait, non, je suis d'accord. C'est un homme politique. Alors, en même temps, je vous dis, on ne va pas passer 2 on heures va là-dessus. pas passer 2 heures là-dessus. C'est un homme politique. Tout est calculé, on est d'accord. Mais il a fait quand même 10 ans dehors, hors de son pays, en prison, à La Haye. Donc, attendez-vous à le voir poster des vidéos de gestes qui, pour vous, sont certainement anodins parce que on est habitué. Alors justement, on dit que c'est pas anodin, nous. Non, on dit que c'est pas anodin. Je parle de, je veux dire, aller nourrir ses poulets. Bon, si vous avez un élevage de poulets ou bien de moutons ou ce genre de choses. Ce sont des petits plaisirs. Des petits plaisirs. Pour nous, des simples plaisirs, pour nous, anodins. Mais pour lui, ce n'est pas anodin parce que c'est comme une première fois. Pour lui, tout simplement. Notre souci, c'est qu'à partir du moment où on les met en scène, on les met en vidéo. En vidéo, mais quand je poste une vidéo de moi aller, par exemple, au bord de la lagune, j'ai envie de partager ça avec mes abonnés. Oui, mais c'est quoi la mise en scène? C'est ça.
En tout cas, il y a quelque chose qui est caché derrière. Parce que c'est pas dans tous les endroits. Il y a quelque chose qui est caché derrière. Dans tous les endroits où vous rendez, Oui, je sais de après, quoi je c'est pas, parle, oui, vous spontanément, postez. spontanément Voilà. je peux poster, mais bon, c'est vrai, c'est un homme politique, mais il a quand même fait 10 ans Très dehors. Et ce que nous, on a de choses anodines, pour nous, ne sont pas anodines Très forcément. bien. pour lui. Ok, c'est bien noté. Bon, allez, on progresse, hein, messieurs et madame autour de cette table, ou madame, messieurs, pour être. Voilà, merci, c'est pour faire plaisir à madame Bleu. Dans l'autre Elle avait sens, commencé à me regarder. ça me dérange pas. Ah, ça vous dérange pas? L'un ou Ben, l'autre. Je me suis senti gêné de votre regard. Non, c'est hein, la je me suis parité, dit. y a pas de problème. Très bien, c'est la parité. C'est bien. Là, par exemple, vous avez jeté les 4 autres. Quand même. Les 5 même sur la table. La parité, pourquoi pas la parité? On est 5 contre Non, un. je veux dire, il n'y a pas de problème, que ce soit, Madame, cité monsieur, après. monsieur, madame. Ouais, pas de problème. UE, Afrique, Afrique UE, sommet France-Afrique. Tu vas où là? Moi, je vais très loin. C'est le cas de le dire. Bon, on parle de révision de la liste électorale. Il y a le banquier ivoirien Tidiane Thiam qui est arrivé donc lundi dernier donc à Abidjan pour se faire enrôler. Mon Dieu, c'est une opération qui lui tient à cœur. Daouda? Non, je pense que ce n'est pas la première fois que Tidiane Thiam vient à Abidjan. La première fois qu'il était venu, ça avait créé... il y a eu beaucoup d'encre de salive qui ont coulé. Il est venu, il a vu tous les cadres de la politique ivoirienne. Après, il est reparti. Il revient pour se faire enrôler. Je pense que pour ceux qui sont un peu proches de ces officines, certains de ses membres même disent qu'en 2025, il va briguer peut-être le poste de président en Côte d'Ivoire. On ne le sait pas encore parce que lui-même, il ne s'est pas encore prononcé officiellement. Mais je pense que pour voter en Côte d'Ivoire, il va falloir qu'il vienne s'enrôler ici. Sinon, il ne peut pas rester loin, hors du pays, s'enrôler là-bas et dire que je veux être candidat. Bon, je veux dire, ça serait un peu compliqué en fait pour lui. C'est peut-être raison qu'il vient en Côte d'Ivoire pour se faire enrôler. Alors, au-delà de l'acte de candidature, mais c'est déjà un acte citoyen, il est ivoirien, il a besoin de se faire enrôler. Voilà. Ben, il pourrait le faire là-bas. Hein. Oui, parce que aussi longtemps que je me souvienne, je pense qu'il y a des centres d'enrôlement Oui. aux États-Unis et justement les opérations d'enrôlement ont débuté dans la diaspora, même en France, ça a commencé il y a 2-3 semaines. Donc il aurait pu le faire là-bas. Donc comme l'a dit Daouda, s'il s'enrôle ici, c'est parce qu'il compte prendre part aux élections ici, il compte voter en Côte d'Ivoire et c'est assez symptomatique d'une velléité en tout cas de candidature aux élections. Voilà, parce que briguer la magistrature suprême, c'est autre chose. Pour cela, il faudrait qu'on Oui, il se vote. considère comme un homme politique, voilà, Bon, tout simplement. est-ce Donc, que- chacun de ses gestes n'est plus anodin. Lorsqu'il vient en Côte d'Ivoire pour se faire enrôler, il passe tout simplement un message. Mais oui, mais maintenant, qui c'est est clair comme de l'interprétation l'eau de que vous roche, faites du de message. roche. Je viens en Côte d'Ivoire pour me faire enrôler, pour dire que j'ai été longtemps hors de mon pays. Je souhaite être en Côte d'Ivoire pour me faire enrôler, pour témoigner mon attachement toujours certain à ma nation. Ça peut être une interprétation. Mais- Vous évoquez l'interprétation de la candidature, mais bon, pour moi, elle peut être interprétée diversement. Mais Brice, excuse-moi, ceux qui s'enrôlent en Occident et qui votent là-bas ne sont pas moins attachés au pays que Tidiane Thiam. C'est pas parce que tu fais 8 000 ou 10 000 kilomètres pour venir te faire enrôler sur la terre ivoirienne que tu es beaucoup plus attaché à ton pays que ceux qui le font à l'extérieur. Non, parce qu'en même temps, Dans tous les cas, le plus important, c'est de se faire enrôler C'est ça, et de c'est le prendre but. part au scrutin. Donc, Après, je reviens à vous, Daouda, tout à l'heure. Alors, je veux avoir votre avis sur la question. Mais je ne veux pas qu'on soit, je ne sais pas quelles sont vos sources, mais d'affirmer comme ça, avec certitude, qu'il est venu parce qu'il brigue. Parce qu'il non, fait- non, C'est pas non, ce non, que- c'est pas c'est pas ce qu'il a ce que dit, j'ai hein. dit. Non, pas lui, mais non. moi dit- non plus. J'ai dit c'est un peu symptomatique. Oui. Ça veut pas C'est symptomatique. une interprétation. Voilà, il y Ce a sont des ces possibilités. lieutenants qui le disent, ces lieutenants, ceux qui le soutiennent, c'est eux qui le disent. Très bien. Lui-même, il n'a rien dit encore. Très Pour bien. le préciser. Voilà. Bon, écoutez, le vote est certes un acte citoyen, mais payer près de 100 000 ou 150 000 $ pour arriver à Abidjan à bord d'un jet privé, juste pour pouvoir voter dans quelques semaines ou dans 2 années en Côte d'Ivoire lors d'élections présidentielles, ça me paraît quand même cher payer le droit de vote. Non, oui, c'est pas faux. Il est clair que Tidiane Thiam a des ambitions, lui-même ça n'est pas caché. À travers des interviews sur les médias internationaux, il a clairement affirmé qu'il avait une ambition pour la Côte d'Ivoire. Et il a pris langue, ou il a repris langue avec le PDCI, avec son président, notamment avec lequel il a de très très bonnes relations. Et donc là, il vient quand même dans le temps de l'enrôlement. La date limite, c'était le 20. Il arrive la veille, à bord d'un jet, à peine descendu du jet. Il va se faire enrôler. Il va d'abord à l'ONECI pour se faire établir une attestation d'identité. Et ensuite, il va, comment on appelle, dans un bureau de vote, je crois au lycée Sainte-Marie. Sainte-Marie, un centre d'enrôlement, pour procéder donc à son enrôlement. Donc il va de soi, enfin il apparaît clairement
qu'il y a quand même, comme on dit, un timing qu'il est en train de dérouler, mais c'est tout à fait légitime qu'il ait une ambition. Même si c'est pour figurer seulement dans le staff d'une équipe de campagne pour la présidentielle, dans tous les cas, il se repositionne sur l'échiquier politique comme un acteur important qu'il faudra suivre de près et dont il faudra décrypter chacun des messages à venir. Alors, Tidiane Thiam, je pense, Élisée, je me tournais vers vous. Tidiane Thiam ne vit pas en Côte d'Ivoire. On est d'accord? Oui, il ne vit pas ici, il ne vit pas en Côte d'Ivoire. Oui, il ne vit pas en Côte d'Ivoire, mais ça ne l'empêche pas d'être un citoyen aussi. Non, je veux dire, il ne vit pas en Côte d'Ivoire, mais il vient se faire enrôler en Côte d'Ivoire. À bord d'un jet privé. Bon, ça, c'est un détail. Non, mais attends, s'il a les C'est un moyens moyen. de s'offrir un jet privé, C'est son argent. c'est son argent, grand bien lui Que fasse. dit- On va que pas dit- le- Mais ma question, je ne sais pas, vous l'attendrez. Que dit la loi? On peut vivre aux États-Unis ou en France, venir se faire enrôler en Côte d'Ivoire? En tout cas, on peut prendre un jet privé. Oui, mais l'enrôlement dépend de quoi en fait. On s'enrôle généralement dans une zone où on veut voter en fait. Généralement, où on veut voter. C'est là qu'on s'enrôle la plupart du temps. C'est ce qu'en tout cas le code prévoit. Donc j'estime pour ma part que si Tidiane Thiam décide de venir se faire enrôler en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il veut certainement prendre une part active aux joutes électorales en Côte d'Ivoire. Parce que comme les uns et les autres l'ont dit avant moi, il vit aux États-Unis, il y a des bureaux de vote qui seront ouverts aux États-Unis. Il vit en France, il y a des bureaux de vote qui seront ouverts en France. Mais s'il décide de venir en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il veut justement prendre une part active dans ce qui concerne le processus électoral, mais en Côte d'Ivoire. Et ça, je pense que ce n'est un secret pour personne. Hein. Aujourd'hui, Tidiane Thiam a décidé de franchir le pas. Moi, c'est ce que je comprends. Déjà avec sa précédente venue au mois d'août dernier, où il a rencontré les différents acteurs politiques, à commencer par le président Alassane Ouattara, le président Bédié et le président Laurent Gbagbo, je crois qu'aujourd'hui, il a eu le temps quand même de faire une analyse vraiment de la situation, de comprendre comment fonctionne la vie politique ivoirienne, et il a décidé de franchir le pas. Moi, c'est ce que je comprends. Parce que les autres sessions, il avait cette possibilité, mais il n'avait jamais venu en Côte d'Ivoire pour ça. Alors, donc, il s'inscrit pour la première fois sur la liste électorale. Donc, il a le droit de s'inscrire où il veut. C'est Oui, ça, bien sûr. c'est ce que j'allais C'est ça, il a justement le droit de s'inscrire là où il veut. apporter comme précision. La loi lui permet, en C'est tant ça. qu'ancien nouveau majeur, voilà, sa s'inscrivant première pour fois, la quand même. première fois sur la liste électorale, de choisir le centre d'enrôlement enfin, de son choix, voilà, pour se faire enrôler. Et c'est au lycée Sainte-Marie. Il a Et choisi. Voilà, et il était aujourd'hui même aussi avec sa tata, Madame Le Thérèse. lycée Sainte-Marie, d'ailleurs, qui est le Voilà, centre de vote du président Ouattara et Du du président président Ouattara. Bédié. Donc tous les candidats Je pense Gbagbo potentiels- aussi, non? Oui, donc, il y a Ouais, non, mais la c'est très pandémie. célèbre comme centre de vote. Voilà, évidemment. Kevin vous dit. Oui, moi, en fait, après, c'est mon avis. S'il compte en tout cas briguer la magistrature suprême, donc se présenter en 2025, moi, je trouve ça très présomptueux quand même, parce que pour être à la tête d'une nation, je pense qu'il faudrait en connaître les réalités. Voilà. La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui n'est pas celle d'il y a 20 ans, je Mais crois. Kevin, c'est Mais c'est surtout c'est un c'est- débat. c'est- Non, mais c'est Oui, mais- Il y en ce a n'est pas l'occasion beaucoup de qui faire ce vivent- débat maintenant, surtout. Oui, non, mais Voilà. bon, on a un certain nombre de responsables politiques qui n'ont jamais mis les pieds hors du pays, mais qui sont totalement déconnectés de nos réalités. Donc, ce n'est pas parce qu'on a vécu 20 ans, 30 ans à l'étranger qu'on serait totalement loin de ce qui constitue le quotidien des Ivoiriens. Le président Ouattara lui-même, il a passé de longues années au FMI. Quand il est revenu en 2000 déjà, il a tenté de revenir avant de se voir opposer un refus de candidature. Il ne vivait pas ici, il était parti 5-6 ans avant. Voilà. Mais si on compare les deux cas, c'est Tidiane assez Thiam compliqué. est parti très jeune à C'est assez Polytechnique, il a fait carrière en Europe, mais cela ne veut pas dire qu'il ne connaît pas tous nos ressentis. Et il a même été ministre à un qu'il ne moment. comprend pas l'âme de Oui, ce ministre pays. Il a de même été développement. ministre Oui, mais également. c'est ce que Mais en je fait, dis, c'est je que moi, disais, je la le Côte dis, d'Ivoire d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier. la comparaison qu'Alain fait de Tidiane Thiam et Non, c'est le parallèle. Le parallèle qu'il fait, c'est qu'à la vérité, ce qui se passe, c'est qu'en son temps, sous Bédié, je pense qu'il y avait un mandat d'arrêt contre Alassane Ouattara. Il ne pouvait pas rester au pays. Il est sorti. Je pense que c'est Gbagbo même qui l'a fait revenir après tout ce temps. Mais Et avant- lui- Non, mais ce qu'elle veut dire, c'est qu'au-delà des raisons pour lesquelles il ne rentrait pas, le fait est que sur le terrain, on pourrait considérer que le président Ouattara ne vivait pas en Côte d'Ivoire. mais il avait un parti politique qui était là. Mais qui avant même existait. d'être Premier ministre, il a quand même passé de longues années aux États-Unis. Très longues années. Hors du Voilà. pays, ouais. Donc, Non, ça, c'est un on ne fait. peut pas dire que le fait qu'il soit nommé Premier ministre ne le mettait pas en capacité de pouvoir Et puis, gérer il le faut pays savoir que correctement. Tidiane Thiam, Donc, quand même, ce- Tidiane Thiam, quand même, commente régulièrement, bon, même s'il ne commente pas directement
l'actualité politique en Côte d'Ivoire, mais il commente, il prend la parole de temps en temps par certains médias interposés sur la situation en Afrique ou en Afrique de l'Ouest. Il s'exprime. Donc il sait ce qui se passe, il suit ce qui se passe. Après, il a forcément des lieutenants. On en voit certains qui l'accompagnent depuis son arrivée en Côte d'Ivoire en août, qui sont aussi au fait des réalités ivoiriennes. Il y a Internet, on peut suivre de partout où on est, tout ce qui se passe dans son propre pays. Donc il ne faut pas faire deux poids, deux mesures. Quand des footballeurs jouent à Chelsea, à Manchester, qu'ils viennent en équipe nationale, vous ne dites pas qu'ils ne connaissent pas nos réalités. Non, mais c'est pas la même chose. Laissez-moi terminer. Voilà, je veux dire, l'attachement à la patrie, le patriotisme ne se mesure pas au nombre d'années qu'on passe loin des frontières. C'est un natif du pays. Il est né ici, il est parti, il a travaillé, il est même revenu être ministre, il est reparti ensuite, forcé par le coup d'État de 99. Et puis 20 ans après, il dit, bon écoutez, moi je veux avoir, comme on dit, une décision aussi à prendre dans le destin des Ivoiriens. On ne sait pas s'il sera effectivement candidat à la présidentielle, mais ce qui est certain, c'est qu'il a l'intention d'être parmi ceux qui décident voilà, pour l'avenir des Ivoiriens. Voilà, donc je veux dire, habiter ici ou pas, c'est comme nous autres. Nous sommes revenus, quand il dit nous, c'est les anciens qui étaient partis. Moi, je suis là depuis 2 ans, 2 ans et demi, et puis plus régulièrement ces derniers mois. Cela ne m'enlève pas une forme, quelque légitimité à vouloir même être, je ne sais pas, président d'association dans mon village ou être maire. Voilà. Non, mais bon, vas-y. Alors, je vais dire pour recentrer les choses, et Kevin, je vous l'avais dit, hein, je savais que ça allait ouvrir la porte à beaucoup de choses. Bon, on n'est pas encore à ce stade. Non, mais on n'est pas encore à ce stade. On va garder l'angle de notre point du jour. Et bien, c'est Tidiane Thiam qui s'est fait enrôler donc, en Côte d'Ivoire. C'était le lundi dernier. On va observer la suite des choses et puis voir quelle position il adoptera. Et puis un jour, hein, certainement, s'il est candidat, peut-être que certains de ses adversaires pourront invoquer la question de... Il n'a pas d'adversaire sur ce plateau. Tu me dis son adversaire et tu veux... Et il n'a pas de partisans. Non, mais il n'a pas de partisans. C'est une analyse. Mais c'est complètement un geste... Non, il y a la communication non verbale aussi. C'est juste un réflexe. Oui, non, parce que je n'ai pas encore d'ambition politique, donc je ne suis pas son adversaire. Non, mais je le sais bien d'ailleurs. Donc peut-être que cet adversaire, à cet argument-là, vont proposer des vidéos d'eux en train de nourrir des moutons dans le pays profond. C'est le mieux que je voulais faire. Malheureusement. Brice, il est très fort en pirouette. Dougui, c'était celui qui était avec les poulets, là. Ah, les poulets qui se lavaient, là. Complété. Il a même eu une ferme. C'était une forme de communication aussi un peu politique aussi. Oh non. En tout cas, moi, juste la rapide question que je me pose, bon, Rapide, forcément, hein, vous avez dit rapide. Il est membre, il est actuel président, en tout cas si je ne me trompe pas, il est actuel président du conseil d'administration du Rwanda Finance Limited, donc l'agence gouvernementale chargée du développement et de la promotion du Rwanda, je dis Kigali International Center. Est-ce qu'à un moment donné, s'il décide de montrer son vrai visage dans les années qui suivent, est-ce qu'il va démissionner, laisser le Rwanda ou ce genre de choses? On ne sait pas quel est le contrat qu'il a. Oui, bien sûr. Il y a des clauses libératoires. Exactement, exactement. Qui lui permettent de en tout cas, il fait la promotion du Rwanda également. Ouais. C'est pas mal. C'est pas mal, bien sûr, c'est en Afrique. Bien sûr. C'est un panafricain. Est-ce que les amis, vous avez vu passer sur vos téléphones et vos ordinateurs une liste de candidatures du RHDP? Ben ouais, je pense que tout le monde l'a vu. Hein. C'est ça. Alors la première question qu'on se pose quand on voit, c'est un peu comme ou avant les remaniements, où vous apercevez des listes de gouvernements après qui sont démentis. Enfin bref, lorsque vous avez vu cette liste-là, vous avez eu le temps de checker, c'est des listes authentiques. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Bon, ben écoutez, j'ai consulté, hein, comme tout le monde, les documents qui ont circulé et il n'y a pas eu de démenti de la part du RHDP. Et je pense qu'au contraire, dans la chronique qui en est faite dans les journaux, il semble qu'une bonne partie quand même de cette liste-là des candidats soit conforme un peu à la réalité. J'ai été surpris, par exemple, de voir le nom de M. Guégué Bagnon dans, je crois, RHDP. Du GOR. Voilà, du GOR, alors qu'il était confronté
à la nouvelle équipe, là, après l'élection des secrétaires régionaux ou nationaux ou départementaux dans cette zone, je constate qu'il a été désigné comme candidat. J'en parlais un peu, Alain, parce que vous allez terminer tout à l'heure. Selon M. Gilbert Koné-Kafana, président directoire du RHDP, il révélait donc lundi 19 décembre dernier que la liste définitive des candidats du RHDP pour le municipal et régional serait connue d'ici la fin janvier 2023. Est-ce que c'est cette liste-là qui circule en ce moment? Oui, ça peut être la liste provisoire, donc une définitive, c'est-à-dire qui est complétée certainement après. J'ai vu également le nom du ministre Mabry Touakeuse, donc c'est quand même une information importante puisqu'il a rejoint récemment le RHDP. J'ai également entendu parler d'Alain Lobognon qui ferait un ticket avec un candidat dans sa région, un ticket commun. Donc, écoutez, on verra bien. Mais je pense que le RHDP va quand même vite. Oui, bien sûr. Avec la On désignation peut considérer cette candidats. liste comme une liste provisoire en attendant qu'elle soit finalisée et validée fin janvier 2023. On peut dire que la liste des 22 éléphants sera peut-être modifiée, la possibilité d'être modifiée. Après, tout est possible. On attend fin janvier. Non, je ne pense pas que cette liste ça va être... Moi, comme le dit Alain, je ne pense pas que cette liste ça va être modifiée. Je pense qu'il y a des localités où on sait plus ou moins qui va partir, qui ne va pas partir. Notamment, quand vous regardez les noms qui ont été placés dans cette liste, c'est de gros noms quand même. Quand tu vois dans la mai, le Premier ministre Patrick Hachi, Mabry Touakeuse dont tu parlais tout à l'heure. Après, je pense qu'il y a des conciliabules en interne où ils vont choisir des gens. Et les gens ont posé... Parce qu'à l'autre de cette réunion, Kafana a dit, il a posé les conditions dont on a parlé ici, d'ailleurs, pour être candidat au primaire interne au RHDP. Donc après, ils vont choisir des gens pour compléter la liste. Ce qui m'a quand même fait tiquer, c'est le nom du Premier ministre sur la liste des candidatures. Chef du gouvernement, candidat aux élections régionales, quel temps il va avoir? Je pense que ce serait un argument pour ses adversaires pour faire une campagne qui risque peut-être de mal se passer. Je pense qu'il pourra. Il pourra, oui, parce qu'il est le président du conseil régional de la mai. Ah, l'actuel président du conseil régional. Ah, d'accord, donc voilà, il est l'actuel président du conseil régional de la mai, en fait. Mais il n'a pas l'exécutif en main, puisqu'il est chef du gouvernement. Je ne pense pas qu'il soit plongé dans la gestion quotidienne de la région. Donc là aussi, il y a quand même une anomalie démocratique. Je pense qu'il a... Bon, cette raison qu'il y a des suppléants. Une chose est sûre. Non, il y a des listes. Moi, j'attends. Il est important qu'on attende donc des confirmations de la part du RHDP. On a dit que la liste définitive sera connue d'ici fin janvier. Donc, nous sommes encore en décembre. Donc, on attend. Mais il y a un document que j'ai vu passer quelque part, je ne vous dirai pas, qui était quand même un peu conforme à celui-là, avec l'entête du RHDP, une belle mise en page, etc. Donc, ça m'a l'air quand même... Vous avez des yeux... Oui, en fait, des sources. Ben, voilà. On va dire comme ça. Une chose est sûre, ce qu'on a noté, c'est que au plateau, Fabrice Réunion est donc... au municipal, pour le plateau, donc est annoncé. Et, voilà. On attend de voir aussi ce que les autres partis politiques, s'ils ont décidé également de prendre leur disposition, parce que c'est un peu quand même tôt, avant que la liste électorale soit finalisée. Voilà, on a déjà une liste. Ça se trouve, cette liste-là a été dévoilée sciemment par le RHDP pour un peu intimider les autres montrer qu'ils sont déjà prêts. Oui, donc on attend les autres partis politiques, on espère qu'ils vont prendre. Mais en fait, je termine vite fait là-dessus avec une question à Élysée qui ne sait pas pourquoi se met sur la question. C'est déjà provisoire. Est-ce que c'est courant, est-ce que c'est d'usage d'avoir comme ça des listes, des fuites, mais surtout des listes déjà qu'on évoque avant les municipales? Déjà 1 an avant, c'est pas généralement de coutume. Hein. Cette fois-ci, c'était quand même un peu tôt. La plupart du temps, généralement, on est à soit 3 mois, 2 mois de l'événement et puis bon. On évoque les listes, mais cette fois-ci, comme Kafana même le justifiait, Kafana qui est le président du directoire du RHDP l'expliquait, ils ont voulu cette fois-ci aller un peu plus tôt, déjà pour prendre toutes les dispositions et éventuellement aussi en interne régler les éventuelles frictions et autres qui pourraient exister. Vraiment mettre le lit pour pouvoir aller à des élections assez sereines, quoi. Donc je pense que c'est dans cette perspective-là. Sinon, c'est vraiment pas courant. Est-ce que ce dévoilement ou bien ces annonces qui me paraissent quand même plus ou moins officielles de listes, de candidats, n'annoncent peut-être pas un changement du calendrier électoral? Non, moi, je pense que ce n'est pas ça forcément. Ah non, c'est un point important. Parce qu'on a prévu en novembre. Que ce sera avancé? Mais, oui, ce serait probablement avancé. Est-ce que ce n'est pas une stratégie qui
viserait peut-être à étouffer l'opposition, à la prendre par surprise. Bon, Donc, je pense que on selon verra ce bien. que... Je suis selon- vraiment étonné qu'un an avant, même 13 Oui, mois c'est avant, assez on rare dévoile quand comme même. Mais ça. selon ce que la Kafana liste. il a dit, en fait, je pense que le calendrier soit avancé ou reculé, il dit qu'il veut préserver leurs acquis. Parce qu'il faut le dire clairement, le RHP détient à lui seul 22 sièges au conseil régional et puis 144 communes sur Mais vu 201. qu'ils ont déjà l'avantage, pourquoi prendre des dispositions Mais justement, il faut un an à considérer l'avance? considérer les acquis et puis, si possible, les résultats, les bonifier, en fait. C'est Oui, ça on- l'objectif. On va C'est observer. c'est pas clair, cette affaire. Oui, c'est vraiment pas clair. Je pense que le temps nous permettra donc de définir la clarté dans cette histoire. Et puis, c'est surtout pour répondre aux questions des uns et des autres. On va marquer une courte pause et derrière recevoir nos invités dans le Grand Talk. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk, plateau de Noël du Grand Talk, en compagnie de Mme Élie Droubleu et d'Alain Toussaint. Parce que nous avons des invités autour de notre table. Bon, on n'a peut-être pas encore le buffet de Noël pour eux, mais en tout cas, ce buffet-là, il sera partagé en information. À cet effet, nous recevons donc, pour le compte de l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture en Côte d'Ivoire, M. Michel Kouadio, vous êtes coordinateur juridique apprécié. Oui, effectivement. Merci. À vos côtés, il y a M. Wenceslas Assou, président de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture en Côte d'Ivoire, l'ACATI, je prononce bien. Et puis, sur le plateau, M. Iré Michel, vous êtes ex-détenu. Donc, bonsoir messieurs, merci d'être présents sur notre plateau. On va évoquer justement les actions des chrétiens pour l'abolition de la torture en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui motive la mise en place d'une telle association? Parce que quand j'entends abolition de la torture en Côte d'Ivoire, c'est parti d'un constat. Oui, il faut dire que la CAT Côte d'Ivoire est une ONG qui a été créée en 1996, qui a pour leitmotiv la lutte contre la torture et les mauvais traitements, la peine de mort, les disparitions forcées, les arrestations arbitraires. Il faut dire que nous travaillons depuis près de 14 ans maintenant dans le domaine des prisons de Côte d'Ivoire, parce qu'en prison, on peut ne pas parler de torture forcément, voici pourquoi on dit torture et mauvais traitement. Donc là-bas, on peut ne pas maltraiter des personnes, mais quand un détenu ne mange pas bien tout et tout, on peut assimiler ça à un mauvais traitement. Voici un peu ce que nous faisons. Il faut dire que depuis un moment, nous luttons contre la détention préventive longue durée, c'est-à-dire qu'en matière de délits, on vous dit que vous pouvez rester en détention préventive au plus 18 mois avant qu'on ne vous juge. En matière de crimes, au plus 2 ans, disons 24 mois avant qu'on ne vous juge. Quand vous êtes au-delà de ces délais-là et que vous êtes toujours en détention préventive sans que votre dossier n'avance, nous nous attaquons à cela. Alors, je voulais préciser que vous êtes une émanation de l'ACAT, association française qui a été elle-même créée en 1974, qui est reconnue pour être donc en première ligne pour dénoncer la torture et justement la peine de mort. Alors, vous avez parlé de la détention préventive, on va en parler tout à l'heure, mais je voulais revenir sur le mot torture. Est-ce que vous estimez que cette pratique existe en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Si oui, pouvez-vous nous donner quelques détails? Il faut dire que cette pratique existe, ce n'est pas moi qui vais le dire, il y a des rapports qui l'ont dit. Il y a le rapport de la CDVR, il y a la Commission nationale d'enquête qui ont dit qu'il y a eu des actes de torture en Côte d'Ivoire. Nous prenons ces rapports-là, nous disons vraiment qu'il y a eu des actes de torture. Un acte de torture, c'est quoi? Quand vous voulez, il y a une violence physique ou morale dans le but de retirer des aveux, de punir quelqu'un, et que cela est fait intentionnellement, mais surtout par un agent étatique. Parce que là, on parle d'actes de torture. Donc on a un rapport de la CDVR, on a un rapport de la Commission nationale d'enquête, après les événements qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire, qui ont dit effectivement qu'il y a eu des actes de torture en Côte d'Ivoire. Donc nous n'allons pas dire ça est nul, nous nous basons sur des rapports officiels pour dire cela. En mars 2021, vous présentiez dans un communiqué donc, des chiffres. Je retiens 486 cas de détention arbitraire, préventive injustifiée. Et le ministère de la Justice avait démenti ces chiffres, ces déclarations que vous avez faites conjointement avec la FIACAT, donc Oui. la fédération. Qu'en est-il exactement à l'heure actuelle donc, de la situation du nombre de cas de détention injustifiée, parce que vous avez parlé de chiffres de la CDVR. Qu'en est-il exactement et quels sont vos rapports avec le ministère de la Justice en ce moment par rapport à cette situation? Ok, je vais répondre au plan institutionnel parce que je suis le président et lui va revenir sur les chiffres. Il faut dire que les rapports avec le ministère de la Justice sont au beau fixe. Vous savez qu'une ONG, nous luttons contre la torture,
nous ne sommes pas, on ne va pas forcément caresser les autorités dans le sens du poil. Nous avons de bons rapports, mais nous avons des rapports aussi à publier. Il faut dire que je ne vais pas entrer dans cette polémique-là parce que nous avons à respecter les autorités étatiques. Je ne dirais pas qu'une autorité, ce qu'elle dit, c'est faux ou c'est vrai, mais je peux dire que l'ACAT Côte d'Ivoire est membre d'une fêtière de 35 ONG dans le monde. C'est la FIACAT, donc ce n'est pas une organisation, on peut dire, qui est là pour plaisanter. Nous avons eu tous ces chiffres-là parce que nous visitons effectivement les lieux de détention. Nous produisons des rapports. Notre premier rapport a été produit en 2020, intitulé « Présumé innocent ». Rapport sur les conditions de détention en Côte d'Ivoire. Nous avons le 14 décembre dernier, à l'hôtel Ivotel, produit notre deuxième rapport qui est relatif aux conditions de détention des femmes et des mineurs. C'est au vu de, après avoir mené des enquêtes sur le terrain, après des visites sur le terrain, ce sont des données consolidées par l'administration. Parce que vous voyez tout à l'heure, quand on m'a parlé d'actes de torture, je ne suis pas issu des rapports officiels. Je n'ai rien à créer. Très bien. Alors, on va revenir à vos missions. On va ressortir un tout petit peu. Il devait parler des chiffres, oui, je crois. Des chiffres. Oui, concernant les chiffres qui ont été évoqués dans le communiqué de presse que nous avons émis en mars dernier, il s'agit de détention préventive de longue durée. Oui. Voilà, parce que dans notre projet, le projet Apprécie, qui est intitulé « Assister les prévenus et favoriser la réinsertion sociale des femmes et des mineurs des prisons de Côte d'Ivoire », nous avons sillonné 6 prisons de Côte d'Ivoire qui sont réparties un peu partout dans le pays et nous avons pu recenser des personnes qui sont en détention depuis bien longtemps. Et pour ces personnes-là, nous avons mené des actions pour que la procédure puisse avancer. Parce que notre souci, ce n'est pas que forcément ces personnes se retrouvent dehors, mais au moins qu'elles sachent à quel stade se trouve leur procédure. Très bien. Alors, donc, je vais revenir à vous, je vais revenir à votre mission, à quelque chose de beaucoup plus institutionnel. Vous avez une organisation. Quelles sont les missions de cette organisation-là? Parce qu'on mène des actions, vous avez dit tout à l'heure. Quelles sont les actions que vous menez? Vous disiez tout à l'heure que vous n'êtes pas en confrontation avec les autorités, mais justement, de temps en temps, il faut leur porter aussi l'information de ce qui est peut-être une certaine réalité sur le terrain. Est-ce qu'on peut aujourd'hui connaître vos missions, les actions que vous avez menées en faveur de ces personnes-là qui pourraient vivre des situations difficiles? Oui, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, nous avons un projet de lutte contre la détention préventive de longue durée dans 6 prisons de Côte d'Ivoire. Ouais. Et pour mener à bien ce projet, nous avons mis en synergie d'action tous les acteurs. Tous les acteurs, c'est les magistrats, c'est le personnel pénitentiaire, c'est la société civile. Nous tous, nous avons constaté qu'effectivement, cette question de détention préventive pose problème dans nos prisons. Et ensemble, nous avons proposé un chemin pour nous permettre de pouvoir résoudre le problème. Nous, en tant que société civile, membres de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture de Côte d'Ivoire, notre souci, ce n'est pas de mettre à nu l'état, les faiblesses de l'appareil judiciaire, mais c'est d'apporter notre contribution pour que cet appareil puisse bien fonctionner. Donc, contribution à travers des réflexions? À travers des réflexions, oui. on a fait plusieurs ateliers de réflexion, dont les résultats, les propositions sont connues du ministère de la Justice, parce que c'est le ministère qui autorise les magistrats, le personnel avec lequel nous travaillons, à participer à ces séminaires. Et chaque fois, nous leur faisons un retour. Nous sommes vraiment en synergie d'action avec On peut dire que vous faites un peu de lobby auprès de ces autorités. Un peu de lobby, un peu de plaidoyer auprès des Et même autorités. au niveau des députés, parce que vu que ce sont eux qui votent les lois, est-ce que vous avez également cette approche avec les députés de la nation? Oui, effectivement, nous avons des missions de plaidoyer, de lobbying auprès des autorités, parce qu'aussi, il y a les tests que nous prenons qui souvent ne sont pas aussi adaptés à la réalité que nous vivons. Et donc, nous faisons du lobbying pour que effectivement ces tests soient mis effectivement aux normes, nos prisons également aux normes internationales, de sorte que les détenus se sentent un peu respectés. Et justement, vous parlez de détenus, on en a un ancien sur le plateau, M. Iré Michel, bonsoir à nouveau. Alors justement, est-ce que vous avez bénéficié, par exemple, parce que quand je lis dans l'émission de l'ACAT, il y a de l'assistance, il y a de la protection, il y a un suivi juridique, il y a une forme de réinsertion. Est-ce qu'on en parle un peu? De quelle action vous avez bénéficié? Merci. Je voudrais profiter de ce plateau vraiment pour parler de l'ACAT. C'est une organisation qui nous aide beaucoup, qui aide beaucoup les détenus. Mais sérieux, on peut vous entendre un peu plus fort? Oui. Voilà, parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. L'ACAT est une structure qui aide beaucoup les détenus. Moi, j'ai fait 10 ans de détention préventive. Wow. 10 ans, 3 mois, 21 jours de détention préventive.
C'est un record. Et je ne savais Il y en a plus. où 17 ans, je crois, oui. se trouvait mon dossier. C'est avec l'arrivée de l'A4, je me suis situé. Et j'ai su où se trouvait mon dossier. Déjà. Donc, c'est l'A4 qui a poursuivi mon dossier à la cour d'appel pour que je sache effectivement là où se situait mon dossier. Et c'est à partir de ce moment, mes démarcheurs ont engagé des procédures pour que je sois en liberté. Sinon, j'ai été arrêté en novembre 2011. En 2011, 3 novembre 2011, et j'ai été libéré le 24 février 2022. Très bien. Excusez-moi, Brice, vous étiez un détenu de la politique, c'est ça? Non, ou non. Vous étiez quoi, un ancien soldat ou bien vous avez commis un... J'ai commis un assassinat. Un assassinat. Un assassinat. Vous avez été détenu pendant 10 ans. 10 Il ans. n'y a pas eu de procès. Non, non, non. Et c'est à la suite de l'intervention de l'A4 que Oh. vous avez pu... ils ont réexaminé votre dossier, c'est ça? Vous aviez droit à un jugement? Non? Bon, Qu'est-ce qui je ne s'est suis pas passé au jugement. D'accord. Je ne suis pas passé au jugement. Et avec l'arrivée de l'A4, avec la procédure engagée par l'A4, alors les gens ont vu que le délai était expiré. D'accord. Donc il fallait me mettre en liberté. C'est ce qui a été fait. Est-ce que cela est courant, monsieur le responsable? Oui, je vais vous dire que depuis pratiquement 2 semaines, mon portable ne cesse de sonner pour 2 cas que je suis en train d'essayer de résoudre avec les autorités. Il y a une personne, ça fait 14 ans, en détention préventive actuellement, et une autre, ça fait 15 ans qu'elle est là-bas. Wow. Ce sont des réalités en Côte d'Ivoire. Et les motifs qui vous sont donnés? Les motifs, bon, c'est lesquels? pour des crimes. Hein. Il y a un Oui, pour... mais Le pourquoi retard, la détention préventive aussi prend longue autant de sans Il faut procès, dire que sans quand nous jugement? avons sillonné les prisons ivoiriennes, nous remarquons qu'en matière de délit, les procédures sont respectées. Mais c'est en matière de crimes qu'il y a un véritable problème. Parce que vous savez qu'avec le nouveau code de procédure pénale, il n'y a plus la cour d'assises. C'est désormais le tribunal criminel. Alors qu'il fallait que le tribunal criminel se tienne au moins 2 ou 3 fois l'année dans chaque juridiction, parce que désormais, ce n'est plus la cour d'assises qui était, on peut dire, une juridiction quasi exceptionnelle qui ne se tenait pas régulièrement, mais ça, c'est une juridiction normale. Très bien. Alors, Donc, je vois un autre acte, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, il faut Oui. progresser sur la question. Je vois qu'également, vous intervenez dans la réinsertion des détenus. Là, par exemple, est-ce que M. Iré il a bénéficié d'un de ces programmes de réinsertion aujourd'hui? Quel suivi vous menez de des actions hors de la maison d'arrêt, par exemple? Il faut dire que M. Iré n'en a pas bénéficié parce qu'il est sorti de là avant qu'on ne fasse les actions de réinsertion. Mais nous avons 2 cas déjà. Nous avons Boaké et Dalois. Nous nous sommes rendus, nous avons formé les femmes et les mineurs. Les femmes, c'est la couture, les mineurs, c'est la coiffure. Nous avons remis à toutes ces femmes-là une machine à coudre et à tous ces jeunes-là une tondeuse et puis tout le matériel qui va avec. Il faut dire qu'aujourd'hui aussi, nous avons trouvé des partenariats à l'extérieur du pays pour que ces produits qui sortent de ces prisons-là puissent être vendus afin qu'on puisse perpétuer l'action. Est-ce que justement le faible budget alloué à ces opérations de réinsertion ne rend pas difficile votre mission? Si vous devez trouver des fonds auprès des privés ou l'État également est-il en mesure d'intervenir? Comment est-ce que vous arrivez à concilier ces exigences-là? Il faut dire que nous avons peut-être la chance, peut-être à cause de notre travail, nous avons pour bailleur principal l'Union européenne, nous avons la Fondation Osiwa, nous avons l'ambassade de Suisse, nous avons l'ambassade d'Allemagne et nous avons le barreau de Paris. Il y a aussi Georges Soros qui vous finance via Open Society. Oui, c'est la Fondation Osiwa qui est devenue OSF aujourd'hui. C'est ça. Donc il faut dire qu'en plus de ça, parce que la réinsertion, ça devait être un chantier de l'État. Les ONG viennent en appui. C'est ça. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, nous faisons ce que nous pouvons. Mais nous avons trouvé une idée plus ou moins ingénieuse, c'est des communautés autour des prisons. C'est-à-dire que quand nous partons, nous essayons de trouver des personnes de la société civile qui sont intéressées par le domaine de la prison. Nous partons dans une région comme à Boisseau, par exemple. Nous prenons le responsable de la commission des droits de l'homme locale. Nous avons un imam, nous avons un prêtre, nous avons un ancien détenu, nous avons des parents de détenus. Et nous avons d'autres ONG qui prolongent nos actions là-bas. Ils font des actions de plaidoyer auprès de la mairie, du conseil régional, pour que cela puisse se faire réellement. En termes de chiffres, hein, et on va conclure là-dessus, combien de détenus aujourd'hui vous accompagnez en programme de réinsertion? Bon, en fait, le programme de réinsertion, c'est une initiative nouvelle pour l'A4 Côte d'Ivoire. Donc, on s'est essayé. Et dans cet essai-là, nous avons pu accompagner une dizaine de détenus
à la réinsertion, à Boaké et à Daloa. Ok. Alors, oui. Alors, il y a une préoccupation importante qui ne doit pas être cachée par les chiffres que vous donnez, c'est la situation des femmes et des enfants encore détenus. Quel type de raisons vous donne-t-on quand on constate que ces prisons sont bondées de femmes, parfois enceintes, et puis d'enfants mineurs? Il faut dire que pour les enfants mineurs, nous avons mené une étude récemment dessus. Il n'y a pas beaucoup de femmes. Les femmes, un pourcentage très moindre par rapport aux hommes, n'empêche qu'il y a des détenus femmes. Et il y a des détenus mineurs. Ce que nous déplorons, il y a un centre d'observation des mineurs, notamment à Abidjan, mais dans certaines villes où il devait y avoir des centres d'observation des mineurs, il n'y en a pas. C'est que très souvent, les mineurs garçons peuvent être dans la même cour, même s'ils ont leur local à eux, que les majeurs. Et les mineurs filles peuvent être aussi dans la détention avec les mineurs et les adultes femmes. Parce qu'on sait qu'en matière de détention, il faut séparer les prévenus des condamnés, il faut séparer les mineurs des majeurs. Je pense qu'avec les nouvelles prisons qui sont en train d'être construites, qui seront bientôt fonctionnelles, c'est-à-dire Guiglo, San Pedro et le COM de Bergerville, on pourra peut-être résolver ce problème. Vos perspectives, vos souhaits en ce moment. Et comment rejoindre par la rapport à CAD si on souhaite l'association? rejoindre la CAD, par On en exemple? parlera. Nous, nos perspectives, c'est que nous avons décidé nous-mêmes de faire des bibliothèques dans les prisons. Très bien. Nous en avons fait 13. 13 déjà. Avec la dernière, c'était le 8 décembre dernier à la prison d'Aboville. Nous continuons à boucler les 34 maisons d'arrêt de correction. Donc nous lançons l'appel à tous les Ivoiriens qui pourraient nous aider, qui nous donnaient un livre, qui donnaient des ouvrages comme ça pour qu'on puisse aider nos frères détenus. Un contact téléphonique? Le pour contact vous, téléphonique 2 x 07 2 x 65 28. Elle a l'habitude du midi premier. Madame Bleu. Toujours. Merci à tous les trois d'avoir été sur notre plateau et puis merci donc de présenter les actions de l'ACAT, donc de l'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture, une association qui est pour le respect des droits de tout être humain, qu'il soit libre ou en prison. Merci beaucoup, messieurs. Ça vous le merci. On marque une courte pause, on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Restez avec nous. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. Merci de nous regarder. Vous nous regardez sur les canaux 206 du Bouquet, Canal+, et numéro 6 de la TNT. Vous nous regardez également sur nos pages des réseaux sociaux. Vous êtes nombreux à réagir. Retour sur le plateau du Grand Talk en compagnie d'Élisée Bolougbe. Voilà. Notre Père Noël Maison aujourd'hui, en compagnie de Sa Majesté Daouda et de Kevin Aubin qui nous rejoint. J'ai vu, bon, enfin je vous dirai ça. J'ai vu Angèle, non pas Angèle, Marie. Vous avez vu quelqu'un? Oui, à l'écran. À l'écran? Oui, c'était pas... Oui, c'était le teasing. C'est ça, pour le JT, là. C'est ça, c'était Sharon. C'est magnifique. Mais pourquoi vous l'appelez Angèle? Oui, en fait, Marie-Angèle Traoré, Traoré, je crois, qui était à Africa 24. Donc, je fais la confusion entre les deux, en fait. Elle va apprécier. Les anciennes parisiennes. Non. Bon, on évoquait sur ce plateau il y a quelques mois en arrière, Élisée Bolougbe, la question de la déclaration du patrimoine. Eh bien, c'est le Sénat ivoirien réuni donc en plénière la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro. Eh bien, c'était lundi dernier pour délibérer donc sur 8 projets de loi. Rappelons qu'il s'agissait donc de l'ultime séance publique avant la cérémonie solennelle de la clôture de la session ordinaire 2022 prévue pour ce jeudi 22 décembre. C'était donc une occasion pour le président du Sénat de faire un rappel à l'ordre aux sénateurs qui n'ont pas encore fait leur déclaration de patrimoine auprès de la haute autorité pour la bonne gouvernance. Il y en a encore qui n'ont pas. Il y en a encore, Élisée? Écoutez, le président même du Sénat, ça veut dire qu'il y a encore des personnes qui n'ont pas encore fait la déclaration de patrimoine. Il précise qu'il y a quelques rares sénateurs. Oui. Rares, je précise. Il y a quelques-uns quand même qui n'ont pas encore fait, ce qui est contraire à la loi. Hein. Logiquement, selon la loi, quand vous êtes élu, ou bien quand vous avez pris fonction, vous avez 30 jours en fait pour pouvoir déclarer vos biens à la haute autorité de la bonne gouvernance. Alors qu'on sait que les sénateurs sont en fonction, ça fait déjà plusieurs mois, disons années même pratiquement. Donc c'est dit que ceux-ci sont hors la loi en quelque sorte. Donc il interpellait les uns et les autres à le faire. C'est une exigence de bonne gouvernance. C'est ce que je dis, on ne peut pas mettre une institution sur place et puis bon, ne pas se donner les moyens de faire fonctionner l'institution comme il se doit. Donc je crois que c'est à juste titre que le président du Sénat fait ce rappel-là à l'ordre et j'espère que les sénateurs, les quelques rares sénateurs, comme lui-même l'a dit, concernés, se mettront en ordre.
Oui, mais je pense que c'est la roue qui revient toujours au même endroit parce que si la déclaration de patrimoine était l'une des pièces exigées pour être candidat, je pense qu'on n'en serait pas là. Voilà, donc sans doute faudrait-il resserrer encore l'étau pour obliger tous ceux qui aspirent à gérer la vie publique à être un peu plus transparents. Et pourquoi exige-t-on une déclaration de patrimoine? C'est justement pour savoir si ceux qui sont en responsabilité ne se livrent pas à des détournements de fonds ou ne sont pas eux-mêmes des vecteurs de corruption. Voilà. Et dans un pays comme le nôtre, qui est un pays pétrolier, où il y a du café, il y a du cacao, il y a des matières premières, donc il y a quand même, comme on dit, des opportunités, entre guillemets, d'avoir souvent la main ou les mains dans des circuits qui ne sont pas légaux. Donc, il faut exiger de ceux qui nous dirigent d'être un peu plus transparents. Mais moi, je constate que la campagne de sensibilisation auprès donc, des différents sénateurs et autres assujettis à la déclaration de patrimoine fonctionne de plus en plus parce qu'en octobre 2022, la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance a enregistré 140 nouvelles déclarations de patrimoine, de prise en fonction ou de début de mandat. Et on est à un taux de 80% environ, ou même plus, de déclarations de patrimoine. Donc ça montre que la sensibilisation fonctionne, surtout quand on met devant qu'il y a des sanctions, parce qu'il y a aussi des sanctions lorsque ce n'est pas le cas. Et le Sénat aussi veut rentrer dans les bonnes grâces, dans le cœur des Ivoiriens, parce qu'au moment où ce dispositif était mis en place, il avait été vraiment critiqué. Les Ivoiriens, en tout cas la majorité des Ivoiriens se posaient des questions sur l'intérêt d'avoir une chambre haute en plus du Parlement ivoirien. Et on a eu quelques petits scandales et tout ça. Et je pense qu'il est important pour ces sénateurs de pouvoir montrer patte blanche. Ceux qui veulent donner l'exemple doivent également eux-mêmes être des modèles. Après, la question à se poser, c'est bon, de toute façon, ils ne sont pas 4 millions de sénateurs. Oui, bien sûr. Encore que ceux qui ne sont pas encore en règle, on dit c'est un rare. Ils sont très rare. Quelques rares. Donc il reste 9% en fait. Pour dire qu'on a la liste de ces gens-là, est-ce qu'on a besoin de faire une annonce officielle plutôt que des Daouda, Kevin et mettez-vous en règle, les gars. Non, mais surtout qu'en Côte d'Ivoire, l'impôt sur le patrimoine foncier est de 9%. Quoi. Nous ne sommes pas le pays qui taxe le plus. Je pense qu'à Singapour, ça s'élève même à 20%. Voilà. Et pour des gens, on parle de ministres, de maires, c'est des gens dont le métier est d'œuvrer pour le bien des populations. Donc, c'est des gens qui se doivent d'être dotés, en tout cas de baigner dans une exemplarité impeccable. Parce qu'on ne peut pas dire aux gens, comportez-vous bien, quand vous-même, vous êtes un peu... je ne vais pas dire des malfaiteurs, mais en tout cas, voilà, récemment en France, au mois de novembre, là, fin novembre, la ministre déléguée aux collectivités territoriales a été contrainte de démissionner parce qu'elle a sous-évalué son patrimoine. Il s'agissait, je pense, d'un appartement qui coûtait 2,5 millions. Elle a déclaré la moitié. Bah voilà, la haute autorité pour la transparence de la vie publique lui est tombée là-dessus. Elle a été contrainte. Et c'est à la suite de contrôle, j'imagine. Exactement. Alors, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on l'a déjà évoqué ce problème-là, cette haute autorité a les moyens de vérifier les déclarations? Je veux dire, il ne faut pas aussi souvent faire les choses pour la cosmétique. Voilà, il faut vraiment qu'on construise de vraies institutions et ce n'est pas la faute du gouvernement actuel. Il y a une tradition depuis notre indépendance qui fait que les politiques où les femmes et les hommes politiques sont toujours les plus riches, ce sont ceux qui ont les fortunes, etc. Donc, à un moment donné, il faut mettre le haut là. On ne dénie à personne le droit d'avoir une fortune, mais au moins, il faut que cette fortune soit tracée. Maintenant, quand on établit des règles, on édicte des règles en disant on oblige des élus, des responsables politiques à déclarer leur patrimoine, il faut qu'on ait les moyens aussi de contrôler. Parce qu'en France, quand on met la main sur cet élu-là, c'est parce qu'il y a justement une mécanique qui permet aux contrôleurs de s'assurer de la véracité des déclarations qui sont faites. Donc, il y a encore du travail. Et beaucoup de travail dans la mesure où, moi, pour aller dans son sens, le poisson pourrit par la tête. Quand je dis ça, je fais mon blé goudé, en donnant un proverbe. Mais à la vérité, on ne peut pas être leader d'opinion. Aujourd'hui, on est manager au niveau national, dans le top management, dit aux gens, oui, soyez justes, soyez bons, soyez ceci, pendant que nous-mêmes, on est incapable de déclarer une maison, de déclarer nos biens aux gens. Parce que après, pourquoi aujourd'hui en Afrique, dans nos sociétés, presque tous les jeunes
veulent aller à la politique. Parce qu'on a l'impression que c'est seulement à la politique qu'on devient riche rapidement. Parce qu'on peut se faire de l'argent à gauche, à droite. Non. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit les sénateurs, les députés, c'est là-bas que les lobbies, les gros lobbies vont pour discuter. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils vous donnent pour que vous partiez voter des lois, en fait. Au gouvernement Donc, au gouvernement. Parce que les lois que vous prenez à la chambre basse et la chambre haute, ça s'applique aux 29 millions d'habitants. Donc, à un moment, il faut qu'on soit juste et bon. Comme tu aimes si bien le dire. Maintenant, excusez-moi, mais les lobbies ont le droit d'exister. Bien sûr. Aux États-Unis, par exemple, quand vous êtes lobbyiste, que vous avez une affaire avec un gouvernement, vous êtes tenu de faire une déclaration officielle. Bien sûr, ça a été limité en plus. C'est ça. Et tout est transparent, ce n'est pas du tout interdit. Ce qui est interdit, ce sont des dessous de table, des fausses déclarations, parce que si vous déclarez 1 milliard, l'État, évidemment, qui taxe, prendra sa part. Et dans ce cas-là, vous avez une activité transparente. Mais quand vous touchez le milliard et que vous ne le déclarez pas, c'est là où vous êtes, comme on dit, en faute. Là où je suis, en fait, ce que je veux dire concernant les lobbies, c'est pas, ils doivent vraiment exister, c'est un boulot normal. Mais le drame, en fait, c'est que généralement, on a certains élus, certains cadres du top management qui reçoivent des cadeaux qu'ils ne déclarent pas. Oui. Ils reçoivent des choses qu'ils ne déclarent pas, qu'on appelle ça, à l'autorité publique, en fait. Et pourtant, dans les pays dont tu parles, les États-Unis, la France et autres, quand tu reçois un cadeau d'un certain montant, tu as le devoir de le déclarer. Je vais donner un autre exemple. Non, mais justement, tu as le devoir de le déclarer, parce que si tu ne le déclares pas, que demain on le constate, parce qu'on a des mécanismes de contrôle, tu seras sanctionné. Bien sûr, mais nous, là-bas, c'est pourquoi chez nous, je pense qu'on a franchi une première étape, celle de mettre une institution où on va aller déclarer nos biens. Maintenant, peut-être qu'il faut renforcer les pouvoirs de cette institution, lui donner des moyens de vérifier que la déclaration qui est faite est une déclaration qui soit conforme, qui soit véridique. Ça, c'est la seconde étape. Et je pense que c'est à ça qu'on doit pouvoir travailler. Non, c'est bien de faire, il n'y avait pas de meilleure conclusion. Oui, non, c'est bien de faire une déclaration au début de mandat et de la faire après. Mais comme Alain l'a dit, c'est important d'avoir des contrôles. C'est ce qu'elle disait, dit. Non, c'est important d'avoir des contrôles et de pouvoir maintenir ces contrôles régulièrement, parce qu'on peut avoir une personnalité politique, un député ou un sénateur ou autre. Le 8 janvier, il a 40 millions. Ou bien non, on voit, je veux dire les contrôleurs, on voit qu'il bâtit 10 maisons, 50 maisons qui sont des châteaux un peu partout dans le pays. Bon, on ne se pose pas de questions, on connaît son salaire, on sait effectivement que peut-être qu'il a des investissements, mais ça doit peut-être alerter ces services de contrôle de pouvoir mener des enquêtes et vérifier si effectivement il n'y a pas d'anomalie dans cette richesse, par exemple. J'observe son rythme de vie depuis un moment. C'est vrai. Je crois qu'il est en train de chercher à offrir des voitures, bon, enfin bref. Et une maison à quelqu'un, 120 millions en une semaine. Et je prends le cas d'un ambassadeur, que je ne vais pas donner le pays. Par exemple, certains ambassadeurs n'ont pas le droit de recevoir des cadeaux de plus de $25. Oui. Ils n'ont pas le droit de prendre ces cadeaux. Ok, peut-être que tu peux être dans la salle avec lui et attraper ce cadeau, mais lui n'a pas le droit de présenter. Non, mais dans certaines conditions, quand ce sont des cadeaux, un tableau, un truc, ils le donnent à leur chancellerie, en fait. C'est gardé par l'État. Ce que Edith dit, et c'est vrai. J'ai été en rendez-vous avec la présidente d'une institution ouest-africaine, voir un diplomate occidental. Évidemment, nous sommes arrivés les bras chargés de cadeaux, et la dame a poliment décliné. Elle a tout juste recommandé que le cadeau soit remis à son protocole. Et une semaine après, elle a appelé pour demander où est-ce qu'on pouvait retourner le cadeau. Donc vous voyez quand même, parce que le cadeau a dépassé la valeur de probité morale. Oui. Voilà. Et ça s'est passé. Ici, donc, il y a quand même des règles. On peut aussi souvent, parfois les respecter. Après, on aime un cadeau. Je change des cadeaux tout le temps à des gens. Donc, mais après, c'est pour éviter un certain nombre de... Oui, mais rien, dans la vie, tu sais, Brice, il n'y a pas de cadeau. Aucun cadeau n'est fortuit. C'est ça. Quand on te donne quelque chose, dis-toi que c'est une dette morale. Quand on te colle une dette morale. On s'attend à quelque chose. Tu vas payer cette dette-là, que tu le veux aujourd'hui ou demain ou dans 10 ans. Il y a des diplomates occidentaux qui sont connus aussi pour offrir parfois des bourses d'études aux enfants des ministres ou des personnalités des pays où ils sont accrédités, y compris en Côte d'Ivoire. En tout cas, ça s'est passé il y a quelques années. Mais après, quand vous êtes... Daouda, il y a des cadeaux. Il y a vraiment des cadeaux, il y a des moments aussi. Pour vous dire que... Le cadeau, je prends l'exemple du cas... Non, après, ce que je veux préciser, c'est qu'il y a des niveaux de décision où on évite que vous receviez des cadeaux de sorte que ce soit des choses qui vous mettent en situation d'influer une décision. Voilà. En fait, ce que je veux dire... Moi, si vous avez un cadeau, vraiment, c'est un cadeau. Non, le cadeau, en fait... La banane que vous aimez la dernière fois que je vous ai offert, oui, mais justement parce que, pour parler de ce cadeau dont tu parles, justement, c'est que le cadeau ne doit pas dépasser un certain montant. Pour les gens qui sont diplomates, c'est 10 000.
Tu dois faire un cadeau, c'est un cadeau de 10 000 parce qu'on estime que lui aussi, il peut s'offrir un cadeau de 10 000. Mais 10 000, c'est un bracelet à Bassam, Voilà. tu vois. Maintenant, du coup, aller prendre un cadeau de 700 000, 1 million, 2 millions pour quelqu'un, ça, c'est un cadeau qui vaut cher quand même. Alors, vous n'êtes pas diplomate. Et quand je vous offre une banane braisée, Je peux m'offrir une banane braisée, Brice. vous avez pris. Oui, quand c'est même. 100 francs la banane oui, braisée. Vous avez pris la banane comme Oui, je mais toi aussi, tu as pris la banane de Bobo ici. On se partage la banane. Moi, j'estime que c'est un cadeau. C'est bien. Tous c'est les bien. docs sont en train de sortir. Non, mais hein. franchement. Non, en fait, Kevin, quand il s'assoit quelque part, les docs commencent à sortir. Bon, Il est contagieux plus aussi, sérieusement, Élisée veut nous dire quelque chose. Non, moi je voulais juste rebondir sur ce que le président du Sénat a dit, mais à côté du président du Sénat, il y a la haute autorité de la bonne gouvernance qui a fait, comment on appelle, un bilan, en fait. Et donc, je voulais quand même qu'on puisse passer ça rapidement, c'est juste 3 phrases. Ils disent qu'au niveau des parlementaires, 5 sénateurs ont déclaré leur patrimoine, portant à plus de 85,44 le taux de déclaration de patrimoine de cette catégorie d'élus. Quant aux députés de la mandature actuelle, qui sont au nombre de 255, pour rappel, 87 n'ont pas encore accompli leur obligation en matière de déclaration de patrimoine. De même, 7 ministres en fonction et 5 présidents d'institutions n'ont toujours pas déclaré leur patrimoine. 5 après présidents la prise de d'institutions. fonction. Et il y a combien d'institutions? C'est quasiment eux tous alors. Voilà, donc c'est ce qui... Non, pas carrément et tout. Je pense qu'il y a C'est ce que la haute autorité a donné On comme... va compter les institutions et on verra. Il y en a plus de 5. Il y en a Il y en a plus de 5, oui, justement. Bien sûr. Ah, il fait la provocation. Oui, bien sûr. La C'est provocation. juste comme ça. On le connaît, on l'aime comme ça. Bon, les amis, je crois qu'on a fait un peu le tour. Si on devait déclarer des biens sur ce plateau, Élisée, votre moindre bien que vous déclareriez? Moi, Oui. bon, je suis en train de me débattre pour acheter un terrain qui dure des années. Vous n'avez pas Ton acheté. moindre bien. Voilà. C'est le moindre bien. Ouais, non, Après, c'est le sinon- plus grand, c'est le plus grand. Ah, vous allez non, mettre non, le non, plus non, grand. Je me débattre Très même pour bien. l'acheter. Et j'avoue qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi le sapin que vous n'avez pas encore acheté. Voilà, les sapins qui est pas... Bon, Kevin Aubin, vous, Je en tant n'ai que- pas de bien du tout. Mais... on sait que Daouda vous devez de l'argent, mais vous avez rendu l'argent qui vous devait. oui, je n'ai pas de bien. Daouda, je sais que vous n'avez plus de biens, parce que les seuls biens que vous avez utilisé ça pour rembourser les Oui. Non, il a mis dans les paris, il a perdu. Oh non, tu abuses. Après les paris, l'Argentine a gagné. Qu'est-ce que tu veux, frère? Est-ce que j'ai parié sur l'Argentine? Ben, bien sûr. Tu as parié sur la Bien sûr. Ben, bien Tu as sûr. juste Tu as dit ça gagné verbalement. Hein. Non, tu veux savoir Bon, ça en même temps, ici? si tu paries 1000 francs, Daouda, il y a Abou qui dit il ment. Daouda, est-ce que les paris sont autorisés dans la religion que vous pratiquez? Ici, c'est un plateau religieux. Si c'est Kato TV, tu me dis en même temps. Non, je t'ai fait choper. Il a dit si c'est Kato TV. Je t'ai fait choper. C'est une chaîne like. Non, je ne sais pas, j'avais posé la question. Non, si ça peut être Kato TV ou bien une chaîne musulmane, tu me dis, au moins je saurais qu'est-ce qu'il faut dire ou ne pas Mais dire. c'est factuel. C'est autorisé ou pas dans la région musulmane? Ben, je suis obligé de répondre. Oui, Non. oui. Non, juste- Alain, c'est toi, Non, qui, on veut- c'est toi on- qui nous a dit ici que Non, on veut t'informer. on n'est pas venu ici pour que tu nous poses des questions, que tu nous poses des questions. Non, mais là, c'est le débat. C'est Brice qui pose la question. Brice, oui, je réponds pas à ta question. Très C'est bien, tout, c'est voilà. votre droit, c'est votre droit. Tout le monde sait que vous avez évité une question essentielle sur ce plateau. Mais- on marque une pause, on se retrouve derrière. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk, je crois du Live Talk, mais du Grand Talk, en compagnie de Madame Bleu, Edith Broubleu. Bonsoir Madame, Bonsoir, oui. vous allez bien? Très très bien. Très bien, vous avez eu le temps de la pause pour boire un café? Non, tu sais, Vous je buvez suis pas à de l'eau en café, ce en moment. Oui, non, je bois du café, j'adore le café, Sans mais sucre. je suis à l'eau en ce moment. Voilà. Sans sucre. Voilà, précisément. on ne boit jamais de café avec du sucre. Ouais. Alain Toussaint, vous passez vos moments de pause à dessiner? Oui, à dessiner, mais surtout à boire, bon, un peu de... À ne rien boire. À ne rien boire. Alors, cher Père Noël, Élisée, c'est notre Père Noël du soir. C'est ça. Vous, votre pause, vous Bien l'avez... dans le cadre, là. Il est dans le décor, là. ouais. Non, la pause, elle était tranquille. Hein. C'était tranquille. Voilà, elle était tranquille. On a profité pour suivre le JT. Sharon nous donnait l'information à travers le JT. Kevin Aubin, vous êtes resté là à suivre le JT comme un élève assidu. Non, mais en Ça- fait, depuis, je m'égosille à manipuler cette tablette, mais j'y arrive pas du tout. Je pense que j'abandonne, c'est bon. Très bien. On a fait le tour, hein, justement, pour planter le décor, parce que nous avons avec nous notre invité qui nous a rejoint, l'honorable Sansanda, je prononce bien, hein, ou dans l'un dans l'autre. Petit côté. Comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Merci, je vais très très bien. On vous reçoit donc dans le cadre de la célébration donc,
Comment vous direz ça, Alain, tout ça? L'an 2 de la prestation de serment du président Ouattara. Alors déjà, comment vont les préparatifs de cette prestation de serment? Très bien. Il s'agit de célébrer un moment important de la vie de notre nation. Et les festivités ont commencé effectivement ce dimanche 18 décembre passé. Et ce moment va se poursuivre avec des activités diverses sur l'ensemble du territoire jusqu'au 21 qui marque la consécration d'une grande activité, notamment un giga meeting pour pouvoir apporter des enseignements à la jeunesse ivoirienne et noter véritablement ce que c'est que véritablement l'an 2 du président Alassane Ouattara. Alors, vous célébrez donc les 2 années en fait de mandat du président Ouattara. Qu'est-ce que cette prestation de serment avait-elle de si particulier de sorte à la célébrer? Il y avait le contexte des élections, je sais, c'est ce que vous allez dire, alors expliquez-nous. Oui, non, vous faites bien de poser la question sur l'importance de ce moment parce qu'habituellement, on n'avait pas coutume à célébrer les différentes prestations de serment. Et la prestation de serment du président Alassane Ouattara a été d'abord célébrée l'année passée, le 14 décembre, ce qui n'avait pas été le cas. Mais si nous avons tenu au niveau du parti à un certain niveau à célébrer cette prestation de serment, c'est pour donner une idée de ce que l'élection du président Alassane Ouattara en 2020 avait été. Pour rappel, vous noterez que l'élection de 2020 avait surpris tout le monde. Surpris tout le monde à la mesure où, au moment où nous pensions que la Côte d'Ivoire avait renoncé définitivement à la violence en raison des actes utiles qui ont été posés par le président Alassane Ouattara depuis le 11 avril 2011, quand il accédait à la magistrature suprême. Et lorsque nous avons noté tout ce qui s'était passé antérieurement, le déni de démocratie qui existait, le déni de l'état de droit qui existait, et nous avons eu la chance d'avoir un président qui a orienté, qui a su orienter le peuple ivoirien avec des actes qui rassemblent, avec des actes qui rassurent, avec un développement qui intéresse toute la population ivoirienne. Et lorsqu'on arrive au moment de la passation d'une autre étape et qu'on constate que le peuple ne semble pas avoir compris tous les actes qui ont été posés dans le sens de la démocratie, il est bon quand même que... Le peuple, vous dit l'opposition. Quand je dis le peuple, c'est l'opposition. Quels sont les enseignements que vous tirez de cette période de tension? Oui, justement, c'est en décidant de célébrer chaque année, parce que ça, c'est l'occasion de le préciser. Le ministre Mamadou Touré, qui est l'initiateur, ou du moins celui qui est mis en avant par rapport à ces célébrations, nous avait dit depuis 2021 que chaque année, il fallait se préparer à célébrer l'investiture du président Alassane Ouattara. Et donc, l'enseignement majeur qu'on dit, c'est que le déni de démocratie auquel on a fait face par le passé, que le président Alassane Ouattara a corrigé depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Et vous aurez noté que depuis 2011 jusqu'à 2020, l'élément essentiel dans une démocratie qui est la liberté a été respecté. Partout en Côte d'Ivoire, on peut aller partout sans difficulté, sans entrave et de notre point de vue. Liberté de circulation, mais la liberté d'expression, la liberté de manifestation n'est pas garantie non plus. Ah non, ça, la liberté de manifestation est bien garantie. Vous savez tout ce qui s'est passé là où on a eu l'impression que les gens n'avaient pas la possibilité de manifester, c'est parce que les procédures n'ont pas été respectées. Ça, je peux vous le garantir. Et lorsque dans un état de droit, des gens refusent de suivre les règles, de respecter les règles, mais un État sérieux ne peut pas laisser ces règles être bafouées. Il faut sauvegarder l'état de droit en faisant respecter ses propres règles. C'est par le respect des règles de l'État qu'on arrive à avoir l'affirmation de ce que c'est que la démocratie, de ce que c'est que l'état de droit. Il n'y a pas d'état de droit sans respect des règles.
il n'y a pas de démocratie sans respect des règles. Ok, honorable. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment pertinent de célébrer l'an 2 de l'investiture du président Ouattara plutôt que de mettre en avant les valeurs qu'incarne le président Ouattara et qu'il essaie de promouvoir, qu'il essaie de passer comme héritage à la jeune génération? Non, non, c'est un cadre. La célébration de l'an 2, justement, c'est un contexte. La célébration de l'investiture du président Alassane Ouattara est une occasion. C'est un prétexte. Croyez-moi, lorsque on l'a fait en 2021, puis tout récemment au Palais de la Culture, on n'est pas allé juste pour rappeler que nous sommes venus pour faire l'an 2 de la prestation de serment du président Alassane Ouattara. Nous sommes allés avec un enseignement, l'état de droit et la démocratie en Côte d'Ivoire. Et les jeunes qui étaient là ont eu droit à des discours, à des enseignements de ce que c'est que la démocratie, de ce que c'est que l'état de droit et quelle est l'importance de la démocratie et de l'état de droit dans notre société aujourd'hui et pour demain. Alors voilà ce qu'on va faire. Et je crois que c'est arrivé, hein. Elisa a dû poser la question pour nous aider justement à bien comprendre ce qu'il y avait à l'intérieur du programme de cette célébration de l'an 2. Peut-être qu'on en saura un peu plus, qu'on aurait d'autres questions. Alors qu'est-ce qu'il y aura à l'intérieur de cette célébration? Elle comportera quoi? Il y aura un panel, il y aura des formations, il y aura des... Qu'est-ce qu'il y aura? C'est un processus qui a commencé. Et lorsque... Qui est censé durer jusqu'à quand? Qui dure un mois. Non, aussi longtemps que le président Alassane Ouattara sera au pouvoir et que le RHDP sera là, nous avons noté que c'est un moment crucial qu'il faut enseigner. Parce que vous n'imaginez pas certainement à quel point le boycott de 2002 à 2022 a touché les Ivoiriens. Ça a été terrible. De 2020 ça a été plutôt. effroyable. 2020. Oui. Ça a été effroyable. Et c'est un moment qu'on ne doit pas oublier. On ne doit pas oublier parce que des efforts ont été faits. Beaucoup d'efforts ont été faits pour ne pas qu'on arrive à cette situation. Malheureusement, on est arrivé à cette situation, mais nous avons l'obligation de créer les conditions pour ne pas que cela arrive encore. Et créer les conditions, c'est créer un cadre de concertation, un cadre pour pouvoir véhiculer les messages de paix, les messages de démocratie, encore que nous sommes le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. On ne peut pas inclure la démocratie, la paix dans notre formation politique et puis ne pas nous donner les moyens de rassurer tous les Ivoiriens par un enseignement. Et donc, le processus qu'on va suivre dans le cadre de la création de ce cadre d'échange, c'est sûr que c'est un cadre qui sera beaucoup meublé par l'enseignement, par l'éducation, par des structures qui vont naître, peut-être. Je dis peut-être parce que c'est tout un processus. Et si à un moment donné, on se rend compte qu'il faut créer une autre organisation pour pouvoir accentuer l'enseignement de la démocratie en Côte d'Ivoire, alors on va le faire de telle sorte que le peuple ivoirien soit habitué au respect des règles. C'est fondamental. Je le dis parce que c'est parce que les règles n'avaient pas été respectées que nous sommes arrivés à cette situation. Ça, on l'a bien noté, vous l'avez dit tout à l'heure, honorable. Mais je veux dire, aujourd'hui, est-ce qu'on passe également par la formation politique de cette jeunesse-là, cette formation à la démocratie? Là, on parlait des questions d'enrôlement, on parlait également de certaines situations qu'on a vécues. Est-ce qu'il y aura à l'intérieur de cette célébration qu'on apprend qui va durer... Enfin, c'est longtemps. Est-ce qu'il y aura des volets de formation Les volets de formation existent déjà à travers l'Institut Amadou Gon Coulibaly. Combien de jeunes aujourd'hui vont se former? Non, ça, je peux vous dire, je ne veux pas avancer des chiffres sans maîtriser, mais au sortir de là, vous, en tant que journaliste, quoi que vous pouvez vérifier, c'est l'Institut marche bien et les gens se forment régulièrement, même des gens de l'international en ville, l'Institut AGC. Donc, c'est pour vous dire que nous avons déjà ce cadre de promotion de la démocratie, d'enseignement des valeurs qui sont nécessaires pour une Côte d'Ivoire beaucoup plus prospère. Est-ce que ce cadre que vous mettez en place pour célébrer et partager vos valeurs de démocratie ne concerne pas uniquement les sympathisants du RHDP? Est-ce que ce n'est pas juste un cadre pour les sympathisants du RHDP? Les militants. Les militants, est-ce que ça concerne l'Ivoirien lambda? Est-ce qu'il se reconnaît dans ces messages que vous voulez véhiculer, sachant que les échéances prochaines arrivent? On a déjà eu certains mauvais signaux de violence qu'on a eu à constater, et même des cas de dénonciation de transhumance politique. Est-ce que vous pensez que votre cadre, il parle à tous les Ivoiriens?
Oui, ça, je peux Parce vous que le président rassurer. Ouattara, aujourd'hui, il n'est pas le président que du RHDP, il est le président de tous les Ivoiriens. Voilà, donc je peux vous rassurer que l'Institut Amadou Gon Coulibaly ne concerne pas seulement que les militants du RHDP. Je vous ai dit tantôt que même l'international participe aux différentes formations. Et si on veut poursuivre plus loin la réflexion, on vous dira qu'un président de la République n'est plus le président de son parti politique. Et nous qui sommes les membres du RHDP, la formation politique du président Alassane Ouattara, nous avons ce devoir-là de créer les conditions de rassemblement autour de l'orientation politique que le président Alassane Ouattara donne. Donc c'est pour vous dire que quand nous agissons, on n'agit pas toujours en tant que RHDP, mais on tient compte du peuple ivoirien parce qu'actuellement, c'est nous qui tenons l'œuf. On n'a pas intérêt à ce que l'œuf se casse. Donc, toutes les questions que nous abordons actuellement, on associe pratiquement toute la classe politique. Et vous aurez remarqué qu'il n'y a pas un pas qui se pose en Côte d'Ivoire qui ne soit orienté que pour le RHDP, au point où nos militants eux-mêmes se plaignent, parce qu'ils trouvent qu'on n'a pas suffisamment de temps pour eux et que finalement, on a pris tout le monde en compte et il n'y a pas suffisamment de place pour le militant du RHDP. Mais la réponse qu'on leur donne, nous avons un président rassembleur, nous avons un président qui a une vision plus globale, nous avons un président qui tient compte de l'Ivoirien dans son ensemble. Alors nous qui sommes à côté de ce grand homme, nous avons l'obligation de réfléchir comme lui en intégrant sa façon de rassembler la Côte d'Ivoire. Oui, du coup, vous fêtez les 2 ans de prestation de mandat du président de la République. C'est parce que vous en êtes satisfait un tant soit peu. On ne célèbre pas l'hécatombe. Moi, je voulais revenir sur les emprisonnements des manifestants. Vous aviez dit justement que la liberté de manifester en Côte d'Ivoire est établie, mais sauf qu'il y en a qui dévient les règles et c'est ces personnes-là qui sont emprisonnées. Mais est-ce que vous ne pensez pas que de l'emprisonnement pour manifester, est-ce que vous ne pensez pas que c'est cher payé? Je sais que vous allez me marteler l'argument de la séparation des pouvoirs entre le juridique et l'exécutif, mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est cher payé d'être emprisonné, d'être sous les verrous juste pour avoir manifesté? Non, les gens ne vont pas en prison parce qu'ils ont manifesté. On va toujours en prison parce qu'on n'a pas respecté la loi. Toujours. Et si dans la manifestation, vous avez outrepassé certaines règles et que c'est puni par la loi, alors les pouvoirs qui sont chargés de mettre en application cette transgression de la loi vont s'en charger et c'est ce qui se passe. On n'a pas mis quelqu'un en prison parce qu'il a manifesté. Deuxièmement, si vous dites que vous allez manifester pacifiquement et qu'on vous surprend en train de casser, en train de voler, en train de détruire, mais la destruction des biens est une infraction pénale. Voilà. C'est sûr que vous serez amené à réparer. Et amené à réparer, il faut que sur la personne qui a été victime de cette destruction-là se sente soulagée. On peut se sentir soulagé en voyant son bourreau aller en prison. Et ça peut être une bonne réponse. Très bien. Honorable, juste avant Alain, que je vais avoir au mot tout à l'heure, vous avez évoqué, j'ai envie de dire, tout ce qui marche bien, tout ce qui a bien marché, tous les acquis donc, obtenus donc, par le président Ouattara. Vous êtes également, je pense, très à l'écoute de nombreux espoirs que le président aujourd'hui incarne pour les Ivoiriens. Quelles sont les perspectives, justement? Est-ce que ça également, ça sera évoqué de ce que les Ivoiriens attendent des prochaines célébrations, pourquoi pas, mais en tout cas de ce mandat du président Ouattara? Parce que je suppose qu'il n'a pas tout fait, qu'il n'a pas tout été comme il voulait. Il y a quelques insuffisances, je veux dire. Je veux revenir sur l'idée de la mise en place de ce cadre de concertation qui est la célébration de la date d'investiture du président Alassane Ouattara. Les cadres du RHDP sont arrivés à cette conclusion pas de façon fortuite. Il s'agissait de faire le bilan de l'élection du président Alassane Ouattara en 2020. Et faisant le bilan, le boycott sauvage de l'opposition ne pouvait pas manquer dans les débats. Et alors, pour tirer les leçons de l'organisation de l'élection de 2020,
qui ne devrait même pas avoir de problème puisqu'il y avait des adversaires valables, des candidatures ont été validées et des candidats qui ont déposé des dossiers pour être candidats obtiennent la validation de leur candidature et qui renoncent à aller aux élections et choisissent la voie de la destruction, mais ça interpelle tout le monde. On dit, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est tellement que la compréhension de la démocratie ou de l'état de droit fait défaut. Alors, il faut aller à la conquête de ces cœurs-là qui ne comprennent pas très bien ce que c'est que l'état de droit, ce que c'est que la démocratie. Alors, nous avons cette journée chaque année et comme le ministre l'a dit, aussi longtemps que le président de la République sera encore président et aussi longtemps que le RHDP aura encore des forces, nous allons toujours continuer à tirer les leçons et à meubler ce que c'est que la question de l'état de droit et de la démocratie. Alors justement, aller à la conquête de cœur, c'est certainement montrer le nouveau visage de la Côte d'Ivoire sous la gouvernance du président Ouattara. Des réussites, certes, mais également quand même quelques résultats en demi-teinte, notamment la situation des jeunes. 3/4 de la population ivoirienne a moins de 34 ans. Quel type de réponse pouvez-vous apporter à cette jeunesse qui est en quête d'emploi, de protection sociale, et également de logement et puis la construction d'un avenir aujourd'hui? Parce que vos opposants, vos détracteurs vous accusent quand même de ne pas en faire assez ou en tout cas pas suffisamment. C'est leur rôle. Pour votre réponse avant la fin de l'émission. C'est leur rôle et on n'a vraiment pas de problème à ce que l'opposition trouve qu'on ne fait pas assez. C'est d'ailleurs une bonne guerre et c'est ça même le rôle de l'opposition. Que l'opposition soit là pour pouvoir nous impulser une dynamique. Mais en même temps que l'opposition critique, ce serait bon que l'opposition ait des propositions. Parce que quand nous on était dans l'opposition, on avait des propositions. On n'affirmait rien sans proposer quelque chose. Et donc, dans un état où on se contente de critiquer, vous savez, c'est facile de critiquer, hein? C'est très facile de critiquer. Mais qu'est-ce que vous apportez comme proposition, comme solution? C'est là que nous attendons véritablement l'opposition, plutôt que de se mettre dans un schéma de destruction. Donc, vous en faites assez pour la jeunesse, vous pensez que c'est bon, le gouvernement est sur la bonne voie? Le gouvernement est sur la bonne voie, mais on ne dira pas qu'on n'a plus rien d'autre à faire, parce que nous sommes un régime de perfection. Tant que il aura une seule personne qui ne sera pas contente, alors je suis sûr que le président Alassane Ouattara s'intéressera à cette personne qui se plaint et qui a des choses à donner. Honorable Dassanson, merci beaucoup d'avoir été sur notre plateau pour nous apporter donc ces éléments concernant donc la célébration de l'an 2 du président Alassane Ouattara. Merci beaucoup. On aura certainement d'autres occasions de vous avoir sur nos plateaux pour apporter les détails et surtout pour débattre de questions de fond, parce que je sais que vous êtes acquéris et prêts. Comme on dit, on est prêt et on est là. Vous étiez prêts, vous étiez là sur notre plateau. Merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. Merci à Kevin, merci Élisée, merci Madame Bleu. Merci Alain. Merci à vous, téléspectateurs, d'avoir été en notre compagnie. On vous donne rendez-vous demain sur ce même plateau pour un autre numéro du Grand Talk. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. À demain.